Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leurs visions, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du podcast Vision. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir, pas de recevoir, parce que d'ailleurs je me suis déplacé, de recevoir Fabien Pelouse. Salut Fabien. Bonjour à tous. Bon, merci de cet accueil. On est au Club 15, dans ton restaurant. Tout à fait. Parce que les gens te connaissent pour ton palmarès au rugby, mais pas forcément aussi pour ton amour de la nourriture, j'ai envie de dire aussi peut-être. Ouais, de la nourriture, de ma région. Effectivement, c'est au cœur de la région dans laquelle je suis né que j'ai monté ce restaurant au village de Marque de Nailloux. Et voilà, j'avais pas vocation forcément à être restaurateur, mais le faire dans ces conditions-là, en association avec un ami d'enfance et dans la région de laquelle je suis originaire, je trouvais que ça avait du sens pour moi en tout cas. On va en reparler aussi. Alors l'idée, ce que j'aime bien demander à tous les invités, c'est un petit peu qui ils sont, d'où ils viennent, qu'on commence un peu par le début. Ouais. Alors qui es-tu Fabien? Alors je suis au départ un petit garçon de la région du sud de Toulouse, à une quarantaine de kilomètres. Et comme tous les gamins de mon âge, le mercredi et le samedi, j'allais faire du sport parce que si on voulait voir les copains le samedi et le mercredi, il fallait bien faire du sport. Mais moi, c'était tombé sur le foot parce qu'il n'y avait que du foot dans mon village. Donc tu es footballeur à la base. Et je suis footballeur à la base. Mais j'ai vite compris qu'en fait, j'étais déjà démesurément grand. J'ai vite compris que l'information mettait du temps à passer entre mon pied gauche et ma tête. Donc il a fallu que je me tourne vers un autre sport et donc aller dans un autre village pour pratiquer le rugby. Et puis instantanément, en fait, j'ai mis les pieds sur le terrain de rugby et je suis tombé amoureux de mon sport, tout simplement. Ouais, t'avais quel âge quand t'as commencé? 13 ans, j'ai commencé assez tard. En fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais effectivement, le rugby, je l'ai rencontré finalement assez tard. Et je crois que le fait d'avoir fait pas mal de sport avant, ça a été quand même salutaire pour moi. Parce que j'ai goûté un peu à tout, j'ai pris tout ce qu'il y avait à apprendre de tous les sports, et puis finalement, pour le transformer dans le rugby, ou tout ce que j'avais appris un peu dans les autres sports, ça m'a servi aussi à finalement performer dans le rugby et de manière assez rapide. Et parce que tu avais fait quoi comme sport avant? Bon, je faisais du foot évidemment, en club, mais je suis aussi d'une fratrie. J'avais un frère plus grand, une sœur plus petite, et on était tout le temps dehors en train de faire du sport. Alors quand c'était Roland Garros, on jouait au tennis. Quand il y avait le Tour de France, on allait faire du vélo. Et voilà, on suivait un petit peu l'actualité sportive à la télé, et on s'en inspirait pour ensuite sortir et aller faire du sport en vrai. Ouais. Tu me parles de tes frères et sœurs. Toi, tes parents, ils faisaient quoi? Mon père était agriculteur, il a fini contremaître d'une propriété agricole, et ma mère était ouvrière dans une usine de textile. Voilà, on vient d'un milieu rural, d'un milieu modeste, mais nos
nos parents, en tout cas, nous ont toujours inculqué le fait de pas forcément de vouloir performer, mais de s'investir en tout cas dans ce qu'on faisait, à la fois dans les études, mais aussi dans le sport. C'est-à-dire que à partir du moment où on signe une licence, d'autant plus dans un sport collectif, on l'a signé du 1er septembre jusqu'au 30 juin. C'est-à-dire que même s'il faisait froid, même si on avait prévu autre chose, il fallait aller sur les terrains parce que voilà, on faisait partie d'un groupe et que le groupe avait aussi besoin de nous. Et donc, si on loupait un entraînement, c'était vraiment pour une raison exceptionnelle, mais en plus on était investi, on avait aussi envie de s'investir, de s'éclater sur les terrains avec les copains surtout. Donc on n'avait pas trop envie non plus de manquer les entraînements. D'accord. Et alors, du coup, assez rapidement, tu faisais des matchs, j'imagine, à 13 ans. Et alors, moi, j'ai une question que j'ai, alors peut-être nos auditeurs aussi l'ont, c'est que moi, clairement, à la base, moi, je suis plutôt branché sport de glisse, par exemple. Ouais. Et donc, le rugby, j'ai beaucoup de mal à comprendre le rôle de qui fait quoi dans l'équipe, clairement. Entre un ailier, un pilier. Ouais. Est-ce que tu peux refaire un petit topo rapidement Rapidement, c'est assez complexe. Mais oui, c'est vrai que sur les terrains de rugby, chaque joueur a une fonction particulière en termes de phase de jeu. Il y a les phases de conquête qui sont plutôt dévolues aux joueurs de devant, c'est-à-dire du numéro 1 au numéro 8, et c'est eux qui participent à la fois aux mêlées et aux touches. Ce sont les phases de conquête de balle, là où il faut récupérer le ballon et gagner le ballon. Et donc ces joueurs-là, ils sont plutôt dévolus à la conquête de balle. Et ensuite, il y a tous les autres joueurs qui sont nommés les trois quarts, en fait. On appelle ça les trois quarts. Donc du numéro 9 au numéro 15. Et eux sont plutôt les utilisateurs de la balle. C'est eux qu'on voit se passer la balle sur la largeur du terrain et faire en sorte d'aller déborder l'équipe adverse, pour faire assez schématique. Le rugby était comme ça jusque dans les années 2000, on va dire. Et puis maintenant, on a plutôt tendance à globaliser le jeu. C'est-à-dire qu'on a des joueurs, notamment les joueurs de devant, qui sont aussi utilisateurs du ballon et qui ne font pas que de la conquête. Donc c'est en ça que notre sport n'est pas tout à fait un sport mature, parce qu'il est en permanente évolution. Et en fait, on a des joueurs qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus qui ont un panel finalement d'intervention sur les terrains qui est de plus en plus grand, pour justement pouvoir faire en sorte d'être à la fois des joueurs qui vont conquérir le ballon, mais aussi qui vont l'utiliser. D'accord. Donc du coup, dans le quart avant, je dirais, ceux qui sont plus sur la conquête de balle, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, la conquête de balle, les avants en fait. Les avants, ouais. Est-ce qu'il y a des postes clés Oui, bien sûr. C'est en ça que le rugby est un sport un peu différent. C'est qu'on a des postes qui demandent un certain physique ou une certaine morphologie en fait. C'est pour ça qu'on voit des piliers. On a l'impression que c'est des petits gros, mais c'est des petits gros qui ont aussi des qualités physiques incroyables, parce qu'il faut qu'ils assurent justement la poussée en mêlée. Donc la poussée en mêlée, ils sont à la fois... Ils transmettent la poussée à l'équipe adverse, mais ils reçoivent aussi la poussée de leurs partenaires. Donc ils doivent avoir un dos à toute épreuve et être très forts physiquement, notamment avec leurs jambes et avec leur dos, pour pouvoir transmettre ces forces. On a les secondes lignes qui sont plutôt dévolues à la conquête de balles en touche, donc ils sont plutôt grands. Voilà, c'est plus facile d'attraper les ballons en touche quand tu es grand. Et les troisièmes lignes qui sont plutôt des coureurs, parce que c'est eux qui vont assurer la première défense, notamment sur l'équipe adverse, les premiers plaquages. Donc il va falloir qu'ils soient à la fois rapides et costauds pour pouvoir prendre les adversaires au-delà de la ligne d'avantage, pour que les adversaires ne puissent pas se mettre dans une notion d'avancée. D'accord, merci pour ce petit éclairage. En tout cas pour moi, ça me permet d'avancer un peu. Alors, donc du coup, la compétition, ça vient assez vite dès que tu as 13 ans. Ouais. À quel moment tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie peut-être d'en faire mon métier. Qu'est-ce que tu te dis
à cet âge-là? Est-ce que À cet âge-là, tu te dis je vais faire champion de rugby ou pas du tout? C'est venu un peu par hasard? Oui, effectivement, je voulais être un champion de rugby parce que j'aime la compétition et que je voulais aller me frotter au plus haut niveau. Mais de là en faire mon métier, c'était pas encore possible parce que le rugby professionnel n'existait pas. Donc quelle année, là, dans les années 90, en fait, quand je commence le rugby, 87 pour être plus précis, le rugby pro n'existe pas. Donc en fait, on ne peut pas en faire son métier. C'est-à-dire que par exemple dans l'ancien top 14, comment ça s'appelait C'était le top 16. Et avant même, il y avait la première division, en fait, ça s'appelait tout simplement. Ils n'étaient pas rémunérés, les joueurs? Ah, mais il y avait des rémunérations, mais c'était pas un métier, le rugby. C'est-à-dire que tous les joueurs, ils avaient un métier à côté, ils venaient s'entraîner au club 2 à 3 fois par semaine et ils étaient rémunérés pour ça, et des fois ils étaient même bien rémunérés, mais c'était un amateurisme marrant un peu, mais ça restait du rugby amateur. Le statut de professionnel de rugby n'existait pas, en fait. Et puis en 95, le rugby a été déclaré open, donc susceptible d'accueillir du professionnalisme. Mais dans les faits, en fait, le temps que les clubs s'organisent, que les clubs se structurent en structure professionnelle, on a été vraiment professionnel en 98-99 en gros. Alors là, ça a mis un peu de temps pour arriver. Et en fait, le rugby est un jeune sport professionnel. On a 20 ans finalement de professionnalisme derrière nous, ce qui est quand même assez peu par rapport à d'autres sports qui sont professionnels depuis très longtemps. Et du coup, donc, tu pensais pas forcément à en vivre, mais tu voulais peut-être être champion ou intégrer l'équipe de France, ou est-ce que tu avais des rêves comme ça? C'est le rêve de tous les gamins qui font du sport, c'est de pouvoir jouer avec l'équipe de France, jouer une Coupe du Monde, jouer un tournoi de 6 nations pour le rugby. Et c'est vrai que dans mes rêves, j'étais celui qui tapait le drop pour être champion du monde, alors que c'était pas mon rôle de taper le drop sur les terrains, mais en fait, voilà, dans l'imaginaire, c'était ça. Alors, question de monsieur, j'y connais rien en rugby, passer le drop, c'est comment expliquer un drop? C'est comme une pénalité, mais dans le jeu, en fait. Une pénalité, c'est quand on pose le ballon sur un tee et qu'on tape la pénalité pour mettre 3 points. Et en fait, là, il n'y a pas de tee, évidemment, et c'est dans le jeu faire tomber le ballon et le prendre juste après le rebond pour le passer entre les poteaux. Voilà. D'accord, ok, très bien, merci. Alors du coup, comment tu es venu à aller vers le rugby entre guillemets pro, en fait? Comment ça s'est passé En fait, je ne suis pas allé vers le rugby pro, c'est le rugby pro qui nous est tombé un peu dessus. Moi, j'ai fait toute ma formation, j'ai fait toutes les sélections, d'abord départementales, puis régionales, puis avec les équipes de France jeunes. Et donc j'étais lancé pour être un bon joueur de rugby et devenir, pourquoi pas, international un jour, international A. Et finalement, ça se produit. Et c'était assez concomitant avec l'arrivée du professionnalisme et donc ce moment où les structures du rugby sont passées du rugby amateur au rugby professionnel. Et en plus, moi, j'ai eu la chance que ça arrive finalement, que le choix que j'avais à faire de rester dans le rugby professionnel, avoir une activité annexe, ou alors se lancer dans une carrière de rugbyman professionnel, ça arrive juste après mes études. Donc j'ai eu le temps de finir mes études de kiné, je suis diplômé. Tu avais fait kiné? Voilà, je suis diplômé de kiné. Et ensuite, j'ai eu le choix de me lancer dans une carrière professionnelle ou de monter un cabinet, par exemple, de kiné, et de faire le rugby en parallèle. Comme j'avais eu du mal à finir mes études en termes de temps, parce que le rugby me prenait de plus en plus de temps, là, on commençait à s'entraîner tous les jours finalement, tous les après-midi. Et donc j'avais eu un peu de mal à finir mes études. Et donc j'ai dit, je vais tenter pendant une année l'aventure professionnelle. On ne savait pas trop où ça allait nous mener, maintenant ça paraît évident. Mais à l'époque, on se jetait un peu dans le vide, on se jetait dans l'inconnu. Tu étais avec quel club? Avec le Stade Toulousain déjà. Avec le Stade Toulousain, j'arrivais de Dax, où j'avais passé 3 saisons, et c'était ma première année au Stade Toulousain.
Tu es arrivé à quel âge au Stade Toulousain? À 20 ans, à 21 ans exactement. Et cette année-là, on est champion de France avec le Stade Toulousain, 99 donc. Moi j'ai fini mes études en 98 et donc la saison 98-99, je décide de me lancer, de me prendre une année finalement et de voir où ça allait nous mener. Et donc je fais cette année, et cette année-là on est champion de France avec le Stade, on fait la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France et je suis élu joueur de l'année. Bon, j'ai dit finalement peut-être on va continuer un peu comme ça. Il y a peut-être quelques signes qui montrent que tu devrais continuer. Ouais. Mais c'est pas anecdotique parce que le fait d'être aussi dégagé des obligations d'études finalement, en ayant eu un diplôme, le fait de consacrer plus de temps au rugby, ça m'a permis finalement de valoriser ce don, ou en tout cas cette capacité que j'avais à jouer au rugby, et de le maximiser. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai performé cette année-là. D'accord. Alors le Stade Toulousain, qui est une institution dans le rugby, comment s'est passée toute cette carrière au final? Parce que tu es resté combien d'années au Stade Toulousain? 12 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu ces années du Stade Toulousain? Moi, je suis originaire d'un petit village à une petite quarantaine de kilomètres de Toulouse. Et je suis allé faire finalement un tour de formation, un peu par hasard. Pas par hasard, mais c'est pas vraiment un choix de ne pas aller au Stade Toulousain. J'ai joué à Groyer pendant 3 ans, donc je suis originaire de Saverdun, où j'ai fait mes classes. Je suis allé jouer à Groyer, qui m'a permis finalement de jouer très vite avec les seniors et de pouvoir m'aguerrir en confrontant finalement ce qui se faisait de mieux, la compétition senior de l'époque. Pour aller finalement ensuite à Dax pendant 3 ans où on jouait un plus haut niveau, on pouvait prétendre à être champion de France déjà, puisqu'on a joué 2 demi-finales avec Dax. Et finalement, pour revenir au Stade Toulousain... Tu allais faire un entraînement, un test ou... Non, j'ai été recruté tout simplement par le Stade Toulousain. Et pour revenir finalement à la maison. Parce que le rugby que j'ai appris, moi, c'était le rugby du sport-études à Toulouse, qui adoptait finalement les mêmes principes que ceux du Stade Toulousain. Donc en termes de jeu, je me retrouvais dans un monde connu. En termes de représentativité, j'avais l'impression quand même de jouer pour le club de ma région. Donc ça avait du sens finalement pour moi de jouer au Stade Toulousain. Et en termes d'engagement finalement pour ce club-là, ça a été assez facile parce qu'il réunissait tout ce que je pouvais attendre d'un club. Et effectivement, c'était tout à fait naturel finalement de revenir au Stade Toulousain et d'y rester parce que j'avais la chance d'avoir finalement dans ma région d'origine le club qui était certainement le meilleur club de France. On n'était pas champion tous les ans, mais en tout cas on pouvait prétendre l'être. Meilleur club d'Europe de la même façon. Et tout ça devant ma famille, mes amis, tous les dimanches, parce qu'il y avait ce côté-là aussi. Et donc donner du sens à mon engagement sur le terrain et à chaque entraînement au Stade Toulousain, finalement c'était assez facile pour moi. Parce que tu avais envie naturellement de donner le meilleur. Voilà, et puis j'étais la bonne personne au bon endroit et avec les bonnes qualités. Et c'est pour ça que de par mon engagement, je suis naturellement aussi devenu capitaine de cette équipe et j'ai mené mon équipe finalement de manière assez naturelle par rapport à cet engagement-là. Justement, on va reparler un petit peu de Capitana tout à l'heure, mais du coup, l'équipe de France, comment ça s'est passé en fait? À quel moment on est venu te chercher ou peut-être toi tu es allé postuler? Très tôt, non, on ne postule pas à l'équipe de France. C'est eux qui viennent te chercher? Oui, bien sûr. Ils reconnaissent des qualités qui peuvent être susceptibles de représenter la nation à son poste. Donc voilà, ça s'est fait assez tôt dans ma carrière. Et
et assez tôt, je suis devenu performant. Parce que, pareil, là aussi, circonstanciellement, c'était Jean-Claude Scrella qui avait été nommé entraîneur de l'équipe de France. Il y avait une fin de génération en 95, la génération qui avait fait la Coupe du Monde de 95 et qui avait été performante sur les 4-5 années précédentes. Et il y avait besoin d'un renouvellement. Et moi, je faisais partie du lot, finalement, de cette jeune génération qui venait s'installer finalement avec l'équipe de France. Et donc on m'a fait confiance et puis j'ai prouvé que je répondais à cette confiance-là. Et dans un jeu qui se voulait aussi un jeu d'inspiration et qui correspondait bien à une génération qui arrivait, à une génération jeune qui avait envie de ce jeu-là et de s'exprimer sur le terrain à travers les principes de jeu qui étaient se prônaient à l'époque aussi par Jean-Claude Scrella. Donc là aussi c'était assez facile finalement d'intégrer l'équipe de France parce qu'en termes de jeu, en termes de génération, elle correspondait à ce que j'étais moi. Et alors, donc tu as été capitaine au Stade Toulousain, tu as été capitaine aussi en équipe de France. Plus tard aussi, tu as été, alors là c'est plus capitaine, c'est entraîneur des moins de 20 ans un peu plus tard. Mais du coup, cette notion d'avoir été capitaine, ça induit forcément une notion de leadership, parce qu'on n'est pas n'importe qui à la tête de l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être comment tu es passé peut-être capitaine déjà et surtout, selon toi, pourquoi tu étais la bonne personne pour être capitaine ou qu'est-ce qui fait que on peut être un bon leader, un bon capitaine ou pas? Il y a plein de questions dans ma question, mais déjà peut-être qu'on peut commencer. Comment tu es devenu on va reprendre dans l'ordre. Moi j'ai été capitaine de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, toutes. Donc je pense que les entraîneurs, les managers ont su reconnaître en moi une qualité au moins qui a fait de moi un capitaine. Sur le moment, au moment de la pratique, je ne me posais pas vraiment la question en fait. Tu n'avais pas envie d'être le capitaine, etc. Non, je faisais rien pour être capitaine, j'étais capitaine. Voilà. Parce que je pense que je devais avoir à la fois la stature, le charisme, l'engagement qui correspondait en fait à ce que les entraîneurs ou les managers voulaient voir de leur capitaine. Et ensuite, quand j'ai terminé ma carrière et quand à mon tour j'ai dû désigner des capitaines avec l'équipe de France des moins de 20 ou avec les équipes que j'ai managées, je me suis posé la question en fait et j'ai essayé d'analyser un peu tout ça. Et je crois qu'en fait on choisit un capitaine par rapport à ce que l'on veut ou un manager ou quelqu'un qui a une responsabilité en tout cas avec la connotation qu'on veut donner à son équipe. C'est-à-dire, si on a une équipe qui est très technique, mais qui manque d'engagement, par exemple, on va plutôt choisir quelqu'un qui montre cet engagement au quotidien. C'est-à-dire que le capitaine, il a ce rôle d'être fédérateur et d'avoir finalement cette capacité ou ce rôle de parler à ses joueurs. Et donc tout au long de la semaine, il va tenir un discours à ses partenaires. Et si le discours il est orienté sur l'engagement, par perfusion, les autres joueurs ils vont être imprégnés de ce discours-là, de ce discours d'engagement, et qui va transpirer tout au long de la semaine par rapport au discours du capitaine. Et donc le fait d'insister, de le répéter, je pense que ça va influer en tout cas sur cette notion-là auprès de son équipe. Et inversement, si on a une équipe qui est très engagée, qui met beaucoup d'engagement sur le terrain, mais peut-être qui va un peu au-delà de l'engagement, qui fait beaucoup de fautes, on va mettre quelqu'un qui va réfréner ça, qui va parler plutôt de l'esprit technique, qui va parler de discipline, qui va parler de choses comme ça, et qui va infuser ça.
il y a ce rôle de discours du capitaine, et puis il y a ce rôle de symbole de l'équipe. Et c'est vrai que quand on va choisir le capitaine, on va symboliser l'équipe par rapport à ce qu'est le capitaine. Ce que représente le capitaine. S'il représente l'engagement, s'il représente la discipline, s'il représente un aspect technique, un aspect stratégique, peu importe. Je veux dire, mais c'est là le choix du manager, du dirigeant, de choisir son capitaine ou son manager pour justement connoter son équipe. Moi, avec les moins de 20, j'avais sur un autre registre, j'avais une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Pour rappel, voilà, tu as entraîné l'équipe de France des moins de 20. C'était de quelle année à quelle année? Pendant 5 ans, je l'ai fait de 2011 à 2016. Voilà, 5 ans. Et donc je les réunissais, après au 2e stage, quand ils avaient vécu un peu en commun, je les réunissais et je leur soumettais une problématique, mais qui n'était pas forcément une problématique sportive, une problématique d'intendance, peu importe. Le sujet importait peu. Et je leur donnais la problématique, je dis voilà, dans une heure, vous me trouvez une solution pour résoudre cette problématique. Et en fait, je m'en foutais de la solution parce que c'était pas vraiment le but. Et puis je l'avais souvent, la solution. Mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir les interactions en fait, entre les personnes. Comment eux réagissaient. Alors, il y avait souvent ceux qui réagissaient de suite, qui prenaient la parole et qui parlaient un peu pour donner une solution et pour l'imposer, etc. Voilà, il y avait différents styles de réponses. Et puis au bout de assez rapidement, 20 minutes, demi-heure, je voyais que finalement les discussions s'orientaient et c'était toujours un peu le même qui réunissait finalement toutes les idées et qui arrivait à les synthétiser et à les ordonner, et à les remettre finalement en ordre et à imposer un consensus à tout le monde. Mais finalement, j'avais mon capitaine. Parce que ce qu'on demande à un capitaine, c'est sur le terrain, c'est aussi de capter l'environnement du match, les sensations, est-ce qu'on est plus fort dans ce domaine, est-ce qu'on est moins fort dans ce domaine, comment est mon équipe, quel est le score, quelles sont les circonstances finalement, et quel est le contexte global du match, et de prendre la décision de taper une pénalité ou de ne pas taper une pénalité, d'insister plus sur un point du jeu que sur un autre. Et en fait, d'entraîner derrière lui son équipe derrière sa décision. Et donc, je trouve que c'était une bonne façon de finalement trouver la personne vers qui tout le monde est capable de s'engager quand une décision est prise. Donc voilà, j'avais des petites techniques comme ça pour pas forcément pour le choix, mais pour conforter mon choix. Parce que quand on est manager d'une équipe, quand on est manager dans une société, on a quand même une vision de ce qu'on veut faire. Mais pour conforter son choix, passer par des petites procédures comme ça, c'est toujours rassurant en tout cas pour le manager, et ça donne du sens en fait aux décisions qu'on doit prendre. Ouais, savoir est-ce que tout le monde va être plus ou moins d'accord, va plus ou moins aller dans le sens de cette décision. Exactement. Ça, ou peut-être pour toi d'anticiper aussi le niveau de difficulté que ça va être d'imposer cette décision. Exactement, parce que ça coule pas de sens. Des fois on veut connoter son équipe et on se trompe complètement. C'est peut-être pas la bonne personne, ou c'est peut-être pas la bonne méthode pour arriver à être plus performant. Mais parce qu'il y a d'autres aussi paramètres. Et quand on travaille sur de l'humain, il n'y a pas de vérité absolue. Voilà. Il y a aussi la fonction qui donne de la légitimité aux personnes,
Parce que quand tu es un lambda, dans un groupe, quand on te donne une fonction, une responsabilité, il y a la façon de l'assumer et est-ce que tu vas pouvoir l'assumer. Et des fois, le manager, il se trompe complètement. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les équipes de rugby et je pense aussi et surtout, je pense dans les sociétés, c'est qu'un bon technicien, on le responsabilise en tant que manager d'une équipe ou que responsable d'une équipe. Et de temps en temps, ça ne marche pas. Parce que le bon technicien, sa grande capacité ou sa grande qualité, c'est d'être bon technicien. C'est pas forcément d'être bon manager. Et ce sont deux rôles complètement différents à assumer parce c'est pas la même chose tout simplement. Et donc, en termes de responsabilité, je pense de responsable pour nommer un manager, la qualité technique, c'est peut-être pas ce qu'il faut privilégier pour valoriser une personne. D'après moi, la capacité première d'un manager, ça doit être la capacité à fédérer, c'est-à-dire à faire interagir les gens de l'équipe pour aller vers la performance. Voilà. Avec ce qu'ils ont en eux de personnel. Et chacun a des choses à donner à une équipe. Et ce n'est pas forcément en termes techniques, ce n'est pas forcément en termes de stratégie, c'est des fois en termes relationnels. Il y a des gens qui sont capables, qui sont très bons dans la relation humaine. Et bien ça, c'est des éléments très importants pour la vie d'une équipe et la vie d'un groupe. Justement, on parle de leadership, mais là tu me parles par exemple de fédérer, et il y a un autre point qui est très important, je pense, dans la réussite de beaucoup d'équipes, que ce soit en sport ou dans les entreprises, c'est ce côté esprit d'équipe. Ouais. Et effectivement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, toi, ce qu'est l'esprit d'équipe, ta définition en tout cas, ouais, peu importe quelle qu'elle soit, mais et voir un petit peu toi comment tu as essayé de mettre ça en place aussi en tant que leader, peut-être plus tard en tant que manager quand tu étais avec les moins de 20 ans. En fait, l'esprit d'équipe, c'est une grande notion qui est assez vague finalement. Et pour nous, en rugby, en fait, c'est tout simple. Quand tu regardes un match de rugby, tu vois si une équipe elle a l'esprit d'équipe ou si elle ne l'a pas. Et ça se matérialise généralement sur le terrain par la solidarité que montrent les joueurs les uns envers les autres. Alors la solidarité, c'est une notion, mais c'est difficile à quantifier. Et pourtant, c'est un moteur puissant de la performance en rugby. Parce que finalement, quand tu regardes un match de rugby, tu vois si une équipe est solidaire ou pas. Et bien sûr, son adversaire, pareil. Et souvent, l'équipe qui est solidaire, c'est l'équipe qui sort avec la victoire après le match. Elle n'est pas forcément meilleure techniquement, pas forcément meilleure stratégiquement, mais la solidarité fait la différence. Et pourtant, c'est inquantifiable. Et c'est ça qui est difficile dans le rugby. Et donc, dans le rugby, on a des passages obligés finalement pour favoriser cette solidarité. Et ces passages obligés, c'est simplement réunir des hommes dans un contexte un peu particulier. Nous, on a la troisième mi-temps, par exemple. Ah, la fameuse. la fameuse troisième mi-temps. Mais la troisième mi-temps, alors je sais bien que les gens y pensent que c'est un endroit un peu festif où on consomme beaucoup d'alcool et que c'est principalement des beuveries. Alors, c'est pas vrai, mais c'est pas totalement faux. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est aussi un espace de verbalisation. C'est un moment où tu es capable de dire à ton partenaire qui t'a fait perdre le match parce qu'il a loupé le plaquage qui a fait gagner l'équipe adverse, tu es capable de lui verbaliser. D'accord, donc c'est ça. Parce que la musique est forte, parce que il y a 2-3 verres dans le nez. Voilà, parce que tu es un peu désinhibé par l'alcool, mais tu l'as verbalisé. D'accord, donc il y a une notion de débriefing en fait. Il y a une notion de verbalisation des choses. Je suis sûr que dans les
Enfin, on a tous connu ça dans notre vie professionnelle, dans notre vie sportive, dans notre vie personnelle même, d'avoir quelque chose là qui nous trotte, qui reste dans le travail, voilà, qui nous travaille dans le creux du ventre là, et qu'on n'arrive pas à sortir, et qui est un peu délétère pour la vision qu'on a de son partenaire qui a loupé le plaquage par exemple. Et bien nous on a cet espace là de verbalisation. Et ça c'est un moment important quand même. Alors nous on a trouvé ce moment-là. Mais finalement, le travail du manager, c'est de trouver des moments, justement, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir verbaliser les choses, où on va pouvoir faire en sorte que les personnalités vont pouvoir s'exprimer. Pas que les fonctions qu'on a dans l'équipe, dans l'entreprise ou dans le groupe. C'est les personnalités, parce que la solidarité, ça ne se décrète pas. À un moment, ça se construit. Et ça se construit entre personnalités, ça ne se construit pas entre fonctions. Évidemment que sur un terrain de rugby, notre numéro 9, il faut qu'il ait de la solidarité avec notre numéro 10, que l'information passe bien, qu'ils échangent de l'information, qu'ils soient solidaires pour justement pouvoir faire en sorte que l'équipe marche bien. Et bien sûr que dans une entreprise, je sais pas, le DRH, il va falloir qu'il ait des relations avec le DAF et qu'il ait une certaine solidarité pour faire passer des choses, etc. Évidemment, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas plutôt de la coopération. C'est de la coopération que tu peux avoir entre fonctions. Mais pour vraiment faire naître cette solidarité, faire naître ces affinités, il faut des moments. Et le travail du manager, c'est de créer ces moments. Alors nous, c'est la troisième mi-temps, mais ça peut être, je sais pas, le club de, enfin, ou je sais pas, le club de running que tu fais entre midi et deux, entre certaines personnes à l'entreprise. Ça peut être des réunions informelles en allant boire un coup tous ensemble ou manger voilà, de manière informelle. Mais créer de la relation en dehors des fonctions. Et en rugby, donc on a la troisième mi-temps, on a les stages de début de saison qui servent à ça, qui sont ni plus ni moins que des stages d'intégration. Voilà, où tu vas pouvoir vivre avec les personnes. Parce que tu fais ni plus ni moins que t'entraîner quand tu pars à un stage de début de saison. Mais ce qui est important à ces moments-là, ce n'est pas les moments d'entraînement. Ce sont tous les autres moments. Les moments où tu vas manger ensemble, les moments où tu vas jouer aux cartes ensemble, où tu vas aller boire un coup dans le bar du coin, que tu vas vivre des choses et que les personnalités vont se rencontrer, où tu vas pouvoir créer des affinités. Et sur le terrain, ces affinités-là vont plutôt avoir tendance à te faire accélérer quand tu vas avoir un partenaire qui est dans la galère, parce que ça arrive sur un terrain de rugby d'être dans une situation délicate, mais tu vas accélérer pour pouvoir justement aller aider ton partenaire. Que si c'est juste un collègue de travail, tu vas faire ton boulot, quoi. Ni plus ni moins, mais tu vas faire juste ton boulot. Si tu as créé des affinités, si tu as su développer cette solidarité, tu vas peut-être juste accélérer le pas. Et finalement, si tout le monde accélère un petit peu le pas quand chacun est en difficulté, tu passes d'une équipe qui est bonne à une équipe qui perd plus. Et c'est ça juste la différence entre une équipe, entre une réunion de bons joueurs, à une association de bons joueurs et une équipe qui est performante, en fait. C'est cette solidarité que tu as su créer, que tu as su faire naître à l'intérieur de ton groupe. Super. Voilà. Bon, du coup, avis à tous les managers, une troisième mi-temps, ça peut toujours être important. Mais non, mais pas forcément une troisième mi-temps, mais ces moments de vie, comme tu dis, en fait, de connaître les gens, qui ils sont réellement. Faire en sorte de créer de la relation interpersonnelle entre les différentes personnes dans un groupe d'humains, quoi, tout simplement. Puis ça, l'avantage, c'est que il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un gros budget. Rien, il n'y a besoin de rien. Et ça marche avec toutes les tailles d'équipe. Par contre, il y a besoin d'une chose, c'est que le manager, il connaisse ses collaborateurs. Que le manager, il connaisse ses joueurs. Dis-moi en plus. C'est-à-dire c'est-à-dire que, en fait, chacun vient chercher des choses différentes dans l'entreprise. Chacun vient chercher des choses différentes sur un terrain de rugby. Parce que chaque personne est différente, chaque personnalité est différente.
Et donc, pour connaître chaque personne dans son groupe, eh bien, il faut, à un moment, y consacrer du temps. Il faut aller voir la personne, discuter avec elle, savoir ce qui l'a fait se lever le matin et venir dans l'entreprise. Et c'est pas forcément juste venir chercher un salaire. Et si c'est juste venir chercher un salaire, généralement, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, il faut identifier chez la personne ce qu'elle vient chercher dans l'entreprise et lui donner cette possibilité de la trouver. De trouver ce qu'elle vient chercher. Et quelle est sa motivation principale? Et quelle est sa motivation principale? Le côté financier ou autre? Le côté financier, le côté relations humaines, le côté technique du métier, le côté je veux progresser dans l'entreprise. Il y a tout ça. Et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Et c'est au manager, finalement, de déceler ça et de mettre la personne au bon endroit. Voilà. Moi, j'ai fait des interventions dans la grande distribution, par exemple. Et j'avais un directeur de magasin qui me disait j'ai du mal à motiver mes caissières. Parce que c'est vrai que le boulot n'est pas très intéressant et que c'est pas très valorisant pour une caissière de passer des produits toute la journée devant des codes-barres. Dédicace à nos amis caissières qui font un métier pas facile. Exactement, c'est pas facile. Et bien, je dis, mais est-ce que tu discutes avec tes caissières, tu sais ce qu'elles viennent chercher? Et il me dit non, pas forcément. Voilà. Donc. Et quelques semaines plus tard, il vient me voir et me dit écoute-moi, j'ai discuté avec certaines de mes caissières, c'était un petit supermarché, certaines de mes caissières, et j'ai trouvé un truc. Et en fait, il a discuté avec une de ses caissières, et cette caissière, elle était fan de lecture. C'était une amatrice de livres, etc. Il ne savait pas. Et il a dit écoute, toi, j'aimerais que tous les jours tu viennes et tu nous écrives sur le Velleda qu'on a sur le mur qui sert pour communiquer. J'aimerais que tu nous écrives la phrase du jour, tous les jours. Voilà. Comme tu es une amatrice de livres, plutôt une littéraire, tu vas faire ça. Et en fait, il m'a dit, son comportement il a changé du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle ne venait plus dans l'entreprise juste pour passer des produits devant un lecteur de code-barre. Elle venait aussi pour donner un peu de ce qu'elle est. C'est-à-dire sa passion pour les livres, sa passion pour la littérature, et le partager avec les autres, juste via cette phrase qu'elle écrivait tous les jours sur le tableau commun. Et en fait, son comportement a changé par rapport à l'engagement qu'elle avait dans l'entreprise, juste avec cette petite chose-là. Alors, c'est rien. Son boulot, c'est toujours le même. Mais par contre, son engagement pour l'entreprise, il est un peu différent. Et en fait, le boulot du manager, c'est celui-là. C'est d'aller chercher chez chaque personne la petite chose qui va pouvoir mener à l'ensemble du groupe. Superbe, ça c'est un super exemple, effectivement. Ouais. C'est quelque chose de... Voilà, qui c'est est simple, voilà, non, mais en plus qui est simple, qui ne prend pas de temps à mettre en place. Ça prend du temps. Alors, et c'est ça le principal écueil du manager, c'est qu'on fait beaucoup de... Le travail du manager, c'est beaucoup de terminaisons en ing, moi je les appelle. Le reporting, le planning, tous les trucs en ing là. Voilà. Et justement dans l'agenda du manager, le temps il est beaucoup phagocyté par toutes ces choses-là, alors que finalement le principal travail du manager, c'est de connaître ses collaborateurs pour justement pouvoir activer à un moment les bons leviers et pouvoir proposer à ses collaborateurs la bonne stratégie pour faire en sorte que il amène à l'entreprise. Voilà, à pouvoir appuyer sur le bon levier au bon moment pour justement trouver de la performance, parce que voilà, c'est pas de la philanthropie, hein. On est là aussi pour parler de performance. Effectivement, ouais.
Bon, super. Alors bon, là on est un peu pressé par le temps parce Oui, que désolé, je pense je que parle beaucoup. non, mais c'était le but aussi, hein, c'était super intéressant, mais voilà, toi aussi, on est dans le restaurant de Fabien et donc là les gens commencent à arriver, donc, va falloir que tu bosses aussi. Mais juste pour finir là-dessus, je voulais savoir, est-ce que si tu avais un conseil à donner justement peut-être aux dirigeants, aux managers, peut-être Aux responsables, aux responsables de manière générale, hein, qu'on soit peut-être dans une association, tout comme un club sportif ou une grande entreprise. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être pour les futurs chefs entre guillemets d'entreprise ou d'assaut ou de rugby pour essayer de fédérer une équipe? Moi, j'ai une grande notion, et tout tourne autour de ça, c'est que une équipe, c'est 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et donc, il y a plein de stratégies à mettre en place pour faire en sorte que tout le temps, 1 plus 1 égale 3. Et donc, la chose la plus importante dans une équipe, dans un groupe d'humains, c'est de prendre soin de son équipe. C'est-à-dire que de privilégier tout le temps ce qui va être bon pour l'équipe. Parce que le 1 plus 1 égale 3, c'est bien de le dire, mais il faut le mettre en place. Il faut faire en sorte que ça marche, et de le maintenir en permanence. C'est ça que je veux dire à travers le prendre soin de son équipe. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est délétère pour l'esprit d'équipe, il faut s'en séparer. S'il y a des choses qui vont pas dans le sens de l'équipe, qui sont trop personnelles, c'est-à-dire qui favorisent trop l'individu, il faut pas le faire ou le faire différemment. C'est toujours plus important de préserver l'esprit d'équipe, même si sur le moment ça fait mal, que de, à un moment, scinder l'équipe et de faire naître des divergences dans l'équipe. Parce que à ce moment-là, on aura de 1 plus 1 égale 2. Et la performance, c'est tout le contraire en fait. C'est de faire en sorte que la somme des individus, elle donne plus de performance qu'une addition de personnes. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est ça le principal travail du manager. C'est un moment de fédérer en permanence, d'être celui qui va faire en sorte que cet esprit d'équipe, cette solidarité qui en découle, elle soit toujours préservée et que quand il y a un coup dur, on traverse une période quand même, pour faire plus coup dur que ça, dans n'importe quel secteur d'activité, je pense que ça va être difficile. Et là, on voit les équipes les entreprises qui sont solidaires, qui ne sont pas solidaires, parce que dès le premier jour, quand il y a eu la crise, les équipes qui n'ont pas été solidaires, enfin les entreprises qui n'ont pas été solidaires, elles ont explosé. Et celles qui sont solidaires, elles maintiennent, elles s'accrochent, elles font des choses pour changer un petit peu les techniques, les stratégies, les choses comme ça, mais elles le font ensemble. Et quand elles le font unies, c'est mieux, ça marche, et ça permet de passer l'écueil. Ça permettra peut-être à ces entreprises de survivre alors que les autres auront déjà explosé. Super. Écoute, merci beaucoup. Effectivement, conseil pertinent au vu de la période. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Fabien. Bien, avec plaisir. Donc pour ceux qui sont intéressés pour en découvrir plus à propos de Fabien, n'hésitez pas d'aller sur notre site wichamp-entreprise.co. On a le profil de Fabien avec aussi les sujets de conférence que tu abordes. Ouais. Et voilà, et tu ne parles pas que d'esprit d'équipe et de leadership, il y a aussi plein de choses que tu abordes, mais voilà, on laissera nos écouteurs, nos auditeurs à découvrir par eux. Oui, effectivement, je parle beaucoup de
aussi de data, de façon de se relever après un échec et de multiples autres sujets que j'ai pu rencontrer à travers ma carrière sportive et que j'ai pu extrapoler en tout cas pour le monde de l'entreprise. Et écoute, sinon on fera peut-être un épisode 2 ouais, de ce podcast et puis voilà, comme ça au moins on aura fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup Fabien et puis à bientôt à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like et surtout à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aidera à faire partager au plus grand nombre des partages d'expériences comme ça avec des gens inspirants comme Fabien. Merci Fabien et à bientôt. Ciao.